Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. En effet, 9 mai, journée de l'Europe, au lendemain des commémorations de la victoire des Alliés, effectivement, sur l'Allemagne nazie en 1945. L'Europe a donc choisi ce 9 mai, effectivement, pour célébrer les valeurs européennes, valeurs de paix notamment. Est-ce qu'elles ont encore besoin, et peut-être davantage, d'être réaffirmées cette année, alors qu'effectivement la guerre est, j'allais dire, aux portes de l'Europe? Non, elle est presque en Europe, la guerre, maintenant. La guerre, elle est en Europe. Et plus que jamais, nous avons besoin de dire et de comprendre ce que l'Europe nous apporte et ce qui est visé par la guerre de Vladimir Poutine. La guerre de Vladimir Poutine ne vise pas simplement l'Ukraine, elle vise nos démocraties européennes. Vous savez, moi, je préside la commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères en Europe et j'ai documenté pendant plus de 2 ans la guerre hybride que mène Vladimir Poutine, non pas simplement contre ses voisins, exactement, contre nos démocraties, au cœur même de nos cités. Les cyberattaques contre nos hôpitaux, les ingérences dans nos élections. Vous savez, il y a aussi les trolls et les bots des armées numériques de Prigojine qui rentrent dans nos téléphones pour essayer de bouleverser, de déstabiliser notre débat public. Et il y a aussi la corruption de nos dirigeants. Cette guerre, elle nous vise en tant qu'Européens. C'est pour ça que ce 9 mai est particulier. Moi, je ne suis pas très sensible aux rituels et aux cérémonies. Mais aujourd'hui, j'ai envie de célébrer l'Europe. J'ai envie de célébrer les démocraties européennes. J'ai envie de célébrer ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes est visé par Vladimir Poutine et le régime russe. Alors Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, est arrivée à Kiev ce matin, 5e visite depuis le début de l'invasion russe. Un nouveau paquet de sanctions, d'ailleurs contre la Russie, va être proposé aux dirigeants de l'UE en fin de semaine. Est-ce que l'Europe est assez présente, selon vous, pour soutenir l'Ukraine, ou est-ce qu'il faudrait en faire plus, beaucoup plus, comme le demande Volodymyr Zelensky notamment ? Nous sommes dans un état d'entre-deux en Europe. C'est-à-dire que nous nous sommes réveillés le 24 février 2022 en comprenant que nous étions visés, que notre avenir dépendait de la guerre en Ukraine. Mais depuis, nous avons hésité, nous avons tergiversé. À chaque livraison d'armes, il y a un débat en Europe. À chaque train de sanctions, il y a des discussions de marchands de tapis au Conseil européen. Faut-il exclure les diamants? Faut-il exclure le nucléaire? On ne devrait pas être aussi comme ça, timide? Mais si notre avenir se joue en Ukraine, il faut aider les Ukrainiens à vaincre, à défaire l'armée russe. Et c'est notre stabilité, notre propre sécurité. On ne le fait pas simplement pour aider les Ukrainiens, on le fait parce que c'est notre intérêt fondamental. Et donc, il y a dans les tergiversations européennes une faute commise vis-à-vis des Ukrainiens, évidemment, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, de notre propre sécurité, de notre propre stabilité. Mais à vous écouter, Raphaël Glucksmann, il faudrait presque intervenir également militairement en Ukraine. Si vous dites c'est notre avenir qui est... La ligne rouge que nous avons fixée depuis le départ, et nous n'en départirons pas, c'est pas de confrontation militaire directe avec l'armée russe, pas de confrontation entre les armées de l'OTAN et de l'Union européenne et l'armée russe. Mais les Ukrainiens eux-mêmes ne nous demandent pas du tout d'aller mourir à leur place. Ils sont prêts à se sacrifier pour leur liberté et pour la nôtre. Ils demandent des armes, du matériel, et ce qu'ils demandent, c'est des choses que nous pouvons leur fournir. Et ce qui, moi, m'interpelle, c'est qu'en fait, on a des mots, on a des grands discours sur, par exemple, le passage à l'économie de guerre, la production de munitions pour le front ukrainien, et ce n'est pas suivi des faits parce que nous avons du mal à nous réveiller. En fait, on s'est tellement habitués, si vous voulez, pendant des années, à vivre dans le mythe de la fin de l'histoire, à penser que nous n'avions plus d'ennemis, que la guerre était finalement quelque chose qu'on commémorait tous les 8 mai. On disait en 90 qu'il fallait maintenant toucher les dividendes de la paix. Exactement, les dividendes de la paix, c'était quoi? C'était le sous-investissement dans nos outils militaires. C'était l'acceptation qu'on démantèle notre industrie. Et ces dividendes de la paix, aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Et il faut sortir de cette mentalité irénique-là. Il faut comprendre que nous vivons dans un monde extrêmement dangereux et qu'il est enfin temps de construire la défense européenne. Alors avant de parler effectivement de nos relations peut-être et notre aveuglement, comme vous dites dans votre livre, face à la Russie, justement la Russie qui célèbre aujourd'hui ce 9 mai, elle est loin quand même d'avoir reculé encore sur le front Est en Ukraine. Elle est malgré tout affaiblie. On voit que Vladimir Poutine ne va pas pouvoir faire cette journée peut-être de propagande, de démonstration de force comme il avait l'habitude de le faire habituellement un 9 mai. Oui, la grande surprise pour Vladimir Poutine, d'ailleurs aussi pour les services secrets occidentaux, c'est la résistance des Ukrainiens. C'est la leçon de courage qui est donnée par l'Ukraine. C'est le fait que des gens qui n'avaient rien à voir avec la chose militaire, qui étaient musiciens, qui étaient acteurs, qui étaient ouvriers ou agriculteurs, ont pris les armes et ont résisté. Et cette leçon-là, elle doit nous encourager justement à célébrer nos démocraties et à comprendre la force que peut avoir une démocratie. Quand les gens jouent leur vie pour leur liberté, eh bien, c'est une force incroyable que Vladimir Poutine n'a pas réussi à vaincre. Mais cette guerre, elle sera longue. Est-ce qu'on ne risque pas de se lasser, justement, les démocraties occidentales, de se lasser un peu face à ce conflit qui dure, qui s'enlise? C'est tout le pari de Vladimir Poutine. Il pense que nous sommes des sociétés de poissons rouges et il mise sur notre lassitude, sur notre capacité au zapping. Et moi, je dois dire que je suis aujourd'hui inquiet. Je sens
que l'Ukraine est à nouveau perçue comme un sujet étranger, voire lointain, qu'il est le numéro 5, si vous voulez, dans la liste des nouvelles que vous donnez dans les JT. Et c'est ce moment-là qui est dangereux. Parce que si nous ne sommes pas capables de fournir un effort à long terme, si nous ne sommes pas capables, si vous voulez, de soutenir les Ukrainiens de manière cohérente sur le long terme, de nous mobiliser sur cette guerre, eh bien, nous pouvons perdre. Et la défaite est interdite dans cette guerre. J'aimerais qu'on comprenne ça, parce que ce n'est pas simplement l'Ukraine qui est en jeu, c'est la stabilité du continent européen dans son ensemble. Dans votre livre, La Grande Confrontation, vous dénoncez également l'aveuglement dont auraient fait part effectivement les dirigeants européens pendant des années vis-à-vis de Vladimir Poutine, en étant notamment complètement dépendants de notre approvisionnement en gaz. Est-ce que cet aveuglement, ça y est terminé selon vous? Non. Cet aveuglement n'est pas complètement terminé. Et nous n'avons toujours pas fait la lumière sur les 20 années qui nous ont littéralement affaiblis face au régime de Vladimir Poutine et qui ont été 20 années de corruption en plus d'aveuglement. Moi, j'explore dans ce livre les méandres des réseaux russes en Europe. J'explore comment, par exemple, Vladimir Poutine a corrompu les élites allemandes pour rendre l'Allemagne complètement dépendante notamment du gaz Gerhard russe. Schröder, que vous et notamment pas mal. Gerhard Schröder. Et au-delà de Gerhard Schröder, des bureaucrates allemands qui sont censés mettre en place les politiques énergétiques allemandes et qui se retrouvent à travailler pour Gazprom, le géant russe du gaz. Et qu'est-ce que cela produit, cela? Cela produit la dépendance de l'Europe. Cela produit le fait que le 24 février 2022, quand l'invasion totale de l'Ukraine est lancée, eh bien, les Européens versent 800 millions d'euros par jour pendant 6 mois pour financer la guerre de Vladimir Poutine, que nous condamnons par ailleurs. En achetant le gaz très cher, effectivement. Bien sûr, en achetant le gaz très cher, et parce qu'on n'a pas simplement construit notre dépendance au gazoduc russe, on a aussi, en Allemagne, vendu les stocks stratégiques allemands aux gaziers russes. Ça veut dire que quand la guerre commence, les stocks de gaz allemands ont été méthodiquement vidés par Gazprom. Et donc, ces réseaux de corruption doivent être exposés. Vous parlez effectivement de la Russie, mais et la Chine dans tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train effectivement de refaire la même chose quand, par exemple, vous dites dans votre livre, nous reproduisons exactement les mêmes erreurs en pensant que parce qu'on fait du business avec eux, ils ne nous menaceront pas? Vous trouvez les Européens si naïfs que ça, Raphaël Glucksmann? Je pense que les Européens sont, si vous voulez, voués au dieu commerce et qu'ils croient que parce qu'on signe des contrats, on est amis. Ils sous-estiment la dimension idéologique des relations internationales. Quand vous allez signer des contrats avec Xi Jinping, il n'abandonne pas son agenda idéologique qui est hostile aux principes et aux intérêts stratégiques de nos nations. Il n'abandonne pas ses tentatives d'ingérence au sein même de nos démocraties. Vous savez qu'au moment où on se parle, il y a un commissariat secret chinois au cœur de la capitale française, Paris, qu'au moment où on se parle, les grandes boîtes liées au Parti communiste chinois investissent dans nos ports, dans nos aéroports, dans nos infrastructures de sécurité, et que nous tolérons cela. Et en tolérant cela, nous n'abandonnons pas simplement les Ouïghours qui sont parqués dans des camps ou la démocratie taïwanaise, nous abandonnons notre propre sécurité. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens deviennent réalistes. Ce n'est pas un romantique ou un idéaliste qui vous parle ce matin, c'est quelqu'un de profondément réaliste qui a exploré les méthodes de ces régimes. Juste un mot, effectivement, dans l'actualité concrète, peut-être pour parler de souveraineté européenne. L'enseigne de marque à vêtements à très bas coût, Shine, qui a ouvert tout le week-end à Paris un magasin éphémère dans la capitale. Des milliers de personnes ont attendu jusqu'à 2 heures pour faire la queue. Vous l'avez élevé sur les réseaux sociaux contre ce modèle économique. Et concrètement, comment on arrête ça? On ne peut pas dire demain, ça y est, vous n'avez plus le droit de vendre vos vêtements en France. Nous pouvons dire que nous bannissons les produits du travail forcé de nos marchés. Nous pouvons imposer le devoir de vigilance des entreprises, c'est-à-dire le fait que les entreprises sont responsables de la manière dont elles fabriquent leurs produits. Et nous pouvons empêcher des entreprises comme Shine, qui sont fondées sur un business model qui est l'exploitation radicale, totale de l'être humain et la dépravation, la dégradation de l'environnement, eh bien, d'exporter leurs produits. Parce que moi, au Parlement européen, je me suis battu depuis 4 ans pour qu'on puisse avoir ces instruments qui protègent notre marché de ces produits. Aujourd'hui, c'est la libre concurrence qui fait foi. Et à ce jeu de la libre concurrence sans règles, nous allons tout perdre. Nous allons perdre nos industries, nous allons perdre nos règles, nous allons nous rendre complices de crimes contre l'humanité quand nous allons faire nos courses. Et donc il faut être responsable en achetant. Il faut être responsable en achetant, mais surtout il faut être responsable quand on est législateur. Il faut imposer un cadre, parce que sans ce cadre, c'est très simple. Dans 20 ans, il n'y a plus de production européenne. Tout est dominé par Shine. Parce que vous ne pouvez pas entrer en compétition avec des gens qui imposent à des ouvriers le travail sans contrat de travail, 30 jours par mois, 18 heures par jour. Juste un mot pour finir, Raphaël Glucksmann, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi du groupe Renaissance pour rendre
le drapeau européen obligatoire sur le fronton des mairies. Il y a un grand débat, ça ne plaît pas, y compris au MoDem, qui dit que ce n'est pas une priorité. Et vous, avec votre regard européen, vous dites quoi? Il faut aller au bout de cette loi, c'est nos valeurs européennes qu'il faut défendre, ou c'est secondaire? Je ne sais pas si c'était l'urgence, mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois ce qui est dit du drapeau européen dans ce débat, eh bien, je m'alarme. Parce que ce drapeau européen, c'est un symbole de liberté. Ce drapeau européen, c'est celui qui est agité par les Ukrainiens quand ils se battent pour leur liberté. C'est celui qui est agité par les Géorgiens quand ils manifestent pour sauver leur démocratie. Votre collègue Manon Aubry de la France Insoumise dit que c'est une forfaiture démocratique. Eh bien, c'est tout ce qui nous distingue. Et c'est bien la raison pour laquelle nous, à Place Publique, au Parlement européen, avec Aurore Lalucq, ma collègue députée, eh bien, nous ne pouvons pas imaginer partir au combat électoral avec des gens qui ont une vision si différente de la nôtre de l'Europe, qui ont une vision si différente de la nôtre des relations avec Vladimir Poutine. Mais simplement pour une question de sincérité et de fond, pensons-nous la même chose sur la défense européenne ? Non. Pensons-nous la même chose sur le régime de Vladimir Poutine? Non. Pensons-nous la même chose sur la Chine? Non. Pensons-nous la même chose de l'Europe, de ce que l'Europe peut nous apporter? Non. Non. Merci Raphaël Glucksmann. Je rappelle rapidement votre livre, La Grande Confusion, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties, paru chez... Grande Confrontation, effectivement, paru chez Alary Édition. Merci Raphaël Glucksmann, bonne journée.